Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Il suffit d'imaginer la scène, je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu, des heures et des heures passées devant un écran à peaufiner la présentation d'un parcours professionnel. Oh oui, à ajuster la moindre marge au millimètre près. C'est ça, on y ajoute des colonnes super élégantes, on équilibre les couleurs, on choisit une typographie bien moderne, et puis on clique finalement sur ce fameux bouton « Envoyer ». Et là, c'est la douche froide. Exactement. En l'espace de quoi 4 dixièmes de seconde, la réponse automatique tombe. Candidature rejetée. Et face à ça, il y a une croyance universelle qui s'est vraiment installée dans le monde du travail aujourd'hui. Une croyance très tenace, oui. L'idée absolue qu'un robot impitoyable, genre une intelligence artificielle surpuissante, a scanné, analysé et jugé une carrière entière pour finalement la trouver insuffisante. Palpable sur le marché de l'emploi. Absolument palpable, oui. Et surtout, il faut bien le dire, elle alimente toute une industrie assez lucrative de formation et de modèles de documents prétendument anti-robots. Les fameux templates miracles à 100 €. Voilà. Sauf que le problème fondamental de tout ça, c'est que cette image est une pure fiction. C'est factuellement faux. Et c'est justement la promesse de notre analyse d'aujourd'hui. L'objectif de notre discussion, c'est vraiment de déconstruire, avec une précision chirurgicale, ce qui se passe réellement dans l'ombre de ces logiciels de recrutement. C'est essentiel de remettre les choses à plat. Quiconque écoutera ce décryptage jusqu'au bout va comprendre la mécanique exacte de ces systèmes. C'est la garantie de ne plus jamais perdre son temps avec des stratégies d'optimisation absurdes et de savoir exactement comment franchir ce barrage technologique. Fini les astuces inutiles. Bon, décortiquons tout ça. Pour commencer, je crois qu'il faut nommer l'objet qui cristallise toutes ces peurs. Le fameux ATS. En quoi consiste réellement cet outil, si ce n'est pas un robot intelligent phébus ? Alors, l'acronyme désigne un Applicant Tracking System. Donc, si on traduit, c'est un système de suivi des candidatures. Et la méprise principale, elle réside justement dans ce mot « système ». C'est-à-dire ? Eh bien, le grand public imagine tout de suite un réseau neuronal de dernière génération, un truc capable d'inférence, de jugement critique. Mais en réalité, un ATS, que l'on parle des mastodontes américains comme Workday, Taleo, Greenhouse, ou même des acteurs français comme Flatcher et Between. Oui, on les voit partout, ces noms-là maintenant. Absolument. Eh bien, ce n'est rien d'autre qu'une base de données relationnelle. Pour utiliser un terme volontairement un peu réducteur, c'est un classeur numérique géant couplé à un moteur de recherche. C'est tout. Un classeur numérique. Voilà. Ça trie, ça stocke, ça centralise les flux entrants, mais ça ne possède absolument aucune capacité de jugement autonome. Zéro. Attendez, là, il y a un point de friction énorme, je trouve. On vit à une époque où l'intelligence artificielle génère des mondes virtuels complets. Elle synthétise des données massives en quelques secondes. Oui, on a tous ChatGPT en tête. C'est ça. Du coup, comment c'est possible que ces plateformes RH, qui coûtent quand même souvent des millions d'euros aux entreprises pour brasser des milliers de profils, en soient encore à fonctionner comme de simples classeurs ? Pourquoi une technologie aussi archaïque ? C'est vrai que la contradiction est frappante au premier abord. Mais en fait, ça s'explique totalement par la nature même des logiciels d'entreprise. Tu vois, les systèmes de ressources humaines gèrent des données qui sont hyper critiques. Des données personnelles, oui. Des données personnelles soumises à des réglementations très strictes en matière de confidentialité, mais aussi et surtout de non-discrimination. Ah, le risque légal. Exactement. Remplacer une base de données déterministe, c'est-à-dire où une règle stricte s'applique de manière traçable et explicable, par un grand modèle de langage probabiliste, ça introduit un risque juridique colossal pour une multinationale. Parce qu'on ne pouvait pas expliquer pourquoi l'IA a rejeté tel ou tel candidat. C'est tout à fait ça. La boîte noire de l'IA est incompatible avec le droit du travail sur ces aspects-là. Et en plus, il faut se rendre compte que la migration de ces immenses bases de données qui ont été construites au fil des 15 dernières années, ça coûte extrêmement cher. Donc, on garde les vieux moteurs. Voilà, alors les éditeurs de logiciels ajoutent parfois des interfaces esthétiques sympas ou de vagues fonctionnalités d'analyse en surface pour faire bien dans les brochures marketing, mais le cœur du réacteur, le vrai moteur de tri qui gère le flux entrant, ça reste un algorithme binaire et déterministe. Il est bête et discipliné en gros. Il exécute aveuglement les règles qui ont été définies
manuellement par un recruteur humain, oui. Si on schématise un peu, c'est exactement le principe d'une boîte mail qu'on aurait paramétrée avec un filtre de tri automatique basique. C'est une excellente analogie. Si l'utilisateur crée une règle exigeant de bloquer, disons, tout email contenant le mot promotion, le système exécute l'ordre sans aucune pitié. Il ne s'interroge pas sur le contexte, il applique la règle. 6 mots exacts détectés, alors direction la corbeille. La mécanique est exactement celle-là. L'outil ne comprend pas le sens global, il vérifie juste une condition. Et ce qui est fascinant ici, c'est d'observer la débauche d'énergie incroyable déployée par les candidats pour contourner ces systèmes. Avec des stratégies d'une complexité inouïe. C'est ça, avec des mots cachés, des formats spécifiques, alors même qu'il n'y a en réalité aucun système complexe à affronter. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le terrain? Que cet outil de filtrage n'est pas utilisé partout de la même manière? Déjà, l'omniprésence du prétendu robot est une illusion statistique totale. Si on analyse les données du cabinet Aptitude Research pour leur rapport de 2023 et qu'on les croise avec les statistiques de la NDRH, on s'aperçoit d'un truc très clair. Quoi donc? La probabilité de faire face à un ATS est presque exclusivement corrélée à la taille de l'entreprise visée. La digitalisation des ressources humaines n'est absolument pas uniforme sur le marché. Donc l'idée qu'un algorithme filtre chaque envoi partout pour chaque offre, c'est factuellement faux. C'est un mythe. Pour une structure de moins de 50 salariés, le taux d'équipement en ATS est très faible. On est souvent en dessous des 15%. D'accord, donc là c'est l'humain direct. Dans ces environnements-là, le document atterrit purement et simplement dans la boîte mail d'un dirigeant ou d'un manager opérationnel. Il l'ouvre, il le lit. Et pour les boîtes un peu plus grosses? Entre 50 et 250 salariés, on observe une transition. Là, on a un taux d'adoption modéré, autour de 30 à 50%. Ce n'est vraiment qu'au-delà de 250 salariés que la présence de l'outil devient majoritaire. J'imagine que dans les grands groupes, c'est 100%. Pour ceux dépassant le millier de collaborateurs ou ceux du CAC 40, l'ATS devient effectivement la norme absolue, avec des taux d'équipement qui montent de 80 à 95%. Il y a donc un décalage totalement absurde dans la façon dont on postule aujourd'hui. Appliquer des astuces de piratage informatique pour postuler dans une PME de 20 personnes, c'est déployer un bouclier antimissile contre un être humain qui lit juste ses emails en buvant son café. C'est une perte de temps monumentale et parfois même contre-productif, oui. Mais alors, si la réalité technologique est celle d'un simple système de tri par mots-clés, principalement déployé dans les très grandes structures, d'où vient cette statistique qu'on voit absolument partout sur les réseaux professionnels? Laquelle? Celle qui affirme haut et fort que 75% des candidatures sont jetées automatiquement à la corbeille par la machine avant même la moindre lecture humaine. Ah, cette fameuse statistique des 75%, c'est ce qu'on appelle dans le milieu une donnée fantôme. Une donnée fantôme, c'est-à-dire qu'elle est inventée de toutes pièces. Complètement. Elle refuse de disparaître des articles et des posts LinkedIn parce qu'elle sert des intérêts économiques très précis en fait. Les fameux vendeurs de peur dont on parlait au début. Exactement. Elle crée un sentiment d'urgence, un sentiment d'impuissance face à la machine qui alimente directement la vente de services de coaching ou d'optimisation de profil. Mais en réalité, sa source originelle est absolument introuvable. C'est fou que ça soit devenu une vérité générale. C'est le propre des données fantômes. Les études rigoureuses, celles qui sont basées sur l'analyse réelle des flux, comme les enquêtes de la DARES en France ou de JobScan, elles montrent une réalité bien différente. Quels sont les vrais chiffres alors? Le rejet purement automatisé, celui où aucun humain n'intervient, se situe plutôt dans une fourchette allant de 20 à 40%. Ah oui, la nuance est monumentale en effet. Passer d'un massacre algorithmique intelligent de 75% à un simple filtrage mécanique de 20 à 40%, ça redéfinit totalement le problème. Ça dédramatise beaucoup la situation. Mais du coup, qu'est-ce qui compose concrètement ce pourcentage de rejet réel? Sur quels critères froids et aveugles la machine s'appuie-t-elle pour bloquer, disons, ces 30% de profils? Les enquêtes sectorielles listent très froidement les véritables causes de ces rejets automatisés. Il y en a plusieurs. La première, c'est le non-respect de ce qu'on appelle un critère disqualifiant binaire. Un critère disqualifiant binaire, c'est ce que les anglo-saxons appellent les knockout questions. C'est tout à fait ça. Lors de la création de l'offre en interne, le recruteur a coché des conditions strictes et obligatoires dans le logiciel. Par exemple, une localisation en dehors d'un rayon géographique précis, ou alors un permis de travail manquant pour le pays en question. Voilà, ça peut être une contrainte légale, géographique, ou même un type de contrat inadéquat. Par exemple, si le système est paramétré strictement pour recruter un CDI et que la personne indique dans un champ qu'elle cherche un poste en freelance. L'outil ne va pas chercher à négocier. Non, la logique binaire s'applique instantanément.
Le système ne se demande pas si le talent exceptionnel du candidat pourrait justifier une exception ou une discussion, il exécute simplement la règle d'exclusion. Pas de CDI égale rejet. La brutalité de l'informatique de base, en somme. Quelle est la deuxième grande cause d'élimination par la machine? La deuxième cause, c'est l'absence de correspondance lexicale stricte. C'est le problème fondamental des mots-clés dont on parle tant. Donc là, on rejoint le fameux mythe de l'algorithme qui lit le texte. Mais qui le lit mal, justement. Le logiciel agit comme un moteur de recherche des années 90. Il compare les chaînes de caractères du document avec celles exigées pour le poste. Et l'immense majorité de ces systèmes n'est absolument pas capable de gérer les synonymes ou la sémantique complexe de manière autonome. Attends, donc ça veut dire que si une offre exige expressément la maîtrise du langage de programmation Python et que la personne indique sur son document posséder une expertise en langage de programmation orienté objet, Intellectuellement, c'est valable et correct. Tout humain du métier comprendrait. mais techniquement, pour le logiciel, Techniquement, c'est un échec total. La chaîne de caractères précise, P-I-T-H-O-N, n'a pas été trouvée dans le texte. Le système ne fera jamais le lien conceptuel, il va juste constater l'absence de la donnée requise. c'est affligeant de rigidité. Et pourtant, c'est la réalité. Mais la troisième cause de rejet automatique, et c'est sans doute la plus tragique de toutes, elle intervient en fait bien avant la recherche de mots-clés. Avant même qu'il essaye de lire les mots, c'est quoi? C'est l'échec de ce que les ingénieurs logiciels appellent le parsing, c'est-à-dire l'extraction brute des données du fichier. Ah, parce que si le logiciel cherche une chaîne de caractères, encore faut-il qu'il puisse techniquement lire le texte du fichier qu'on lui a fourni. Comment cette extraction fonctionne-t-elle concrètement? C'est précisément là que le bât blesse aujourd'hui. Pour comprendre l'échec du parsing, il faut vraiment visualiser la manière dont l'ATS perçoit un fichier PDF. Il ne voit pas une page structurée visuellement, comme toi ou moi. Il ne voit pas le beau design. Pas du tout. Il lit le code source du fichier, de gauche à droite et de haut en bas, de manière strictement linéaire pour aspirer le texte et aller le ranger dans les bonnes cases de sa propre base de données. Mais ça pose une question cruciale par rapport aux tendances actuelles de recrutement. On voit partout, sur LinkedIn ou ailleurs, des modèles de documents très visuels. Oui, générés sur Canva ou d'autres plateformes de design. C'est ça, des trucs magnifiques avec des colonnes de couleurs, des encadrés multiples, des jauges graphiques pour indiquer son niveau de langue. Comment la machine gère-t-elle toute cette complexité visuelle? Eh bien, la machine échoue totalement. Le paradoxe terrible de la recherche d'emploi contemporaine, il est là. L'effort colossal mis dans l'esthétisme détruit littéralement la lisibilité technique du document. C'est-à-dire? Un exemple concret. Prenons un document structuré en 2 colonnes. L'œil humain, lui, il va lire la ligne horizontale et il va associer intuitivement l'année qui est dans la colonne de gauche avec le titre du poste qui est dans la colonne de droite sur la même ligne. C'est naturel pour nous. Mais le parseur de l'ATS, lui, sa règle, c'est de lire toute la colonne de gauche, de haut en bas, jusqu'à la fin de la page, et ensuite seulement il passe à la colonne de droite. Oh l'horreur. Le résultat doit être catastrophique. Retrouve regroupés ensemble d'un côté et tous les intitulés de l'autre, sans aucun lien entre eux. Le système est incapable de recréer la chronologie. Et s'il y a des éléments purement graphiques, comme ces fameuses petites jauges ou les étoiles pour indiquer, je sais pas, qu'on maîtrise Photoshop à 4 sur 5, Le parseur ignore purement et simplement les images. Il ne sait pas ce que c'est. Pire encore, certains logiciels de design génèrent des PDF qui, techniquement, ne contiennent même pas de texte sélectionnable. ah, ce sont juste de grandes images aplaties. Exactement. Ils sont exportés comme de grandes images vectorielles. Face à ce format, l'outil cherche du texte, il n'en trouve absolument aucun, et il classe le dossier comme étant vide. C'est la poubelle directe. L'esthétisme complexe s'est transformé en invisibilité algorithmique totale. C'est vertigineux quand on y pense. Se dire que vouloir se démarquer visuellement de la concurrence provoque en fait sa propre auto-élimination technique, avant même d'avoir été vu. C'est le drame moderne du recrutement. On est donc sur 3 causes mécaniques pour l'instant. Le critère disqualifiant, le vocabulaire inadéquat et le format illisible. Qu'est-ce qui vient compléter la liste de ces éliminations dites automatiques? La 4e cause, elle est purement systémique. C'est la clôture automatique pour cause de saturation du vivier. Ah, une histoire de timing? Oui, de très nombreux systèmes sont configurés par les ressources humaines pour stopper l'évaluation dès qu'un nombre suffisant de profils pertinents a été atteint. Genre, on a reçu les 100 premiers bons, on ferme les vannes? Voilà. Le document n'est pas rejeté pour son contenu, il est rejeté parce que la porte informatique s'est fermée avant son arrivée.
la capacité de traitement de l'entreprise est atteinte, c'est purement logistique. C'est frustrant, mais c'est une réalité indéniable des flux entrants. Et la dernière variable de rejet, alors c'est quoi? La dernière, et elle constitue de très loin la cause principale de rejet, bien au-delà des filtres de la machine, c'est l'intervention humaine. On en revient toujours à l'humain. Toujours. Une fois le document extrait et trié correctement par le système, il finit par apparaître sur l'écran d'un recruteur. Et des études très sérieuses sur le comportement visuel des recruteurs, via de l'eye tracking, montrent que le premier filtrage humain dure en moyenne une dizaine de secondes. 10 secondes, c'est extrêmement punitif. Si dans cet espace de temps extrêmement réduit, l'information cruciale que cherche le recruteur n'est pas trouvée immédiatement à cause d'un design trop confus, l'humain clique sur le bouton de rejet. Et c'est lui qui rejette. L'ATS n'a rien décidé. L'ATS n'a fait que présenter l'information. Ce qui achève définitivement de détruire le mythe du robot décisionnaire, en fait. La majorité des échecs qu'on impute à tort à l'intelligence artificielle provient d'une bouillie informatique causée par un excès de design ou simplement d'un humain pressé. C'est le constat le plus ironique de tout ça, oui. Et ça rend complètement obsolètes toutes les techniques dites de piratage qu'on voit passer en ligne tous les jours. Totalement obsolète. Par exemple, l'astuce qui consiste à cacher des dizaines de mots-clés en blanc sur fond blanc pour gonfler artificiellement sa pertinence dans le moteur de recherche. Ah oui, on l'a tous entendu, celle-là. C'est une aberration absolue aujourd'hui. D'une part, les systèmes modernes d'extraction transforment souvent tout le contenu visuel en texte brut noir sur blanc sur l'interface du recruteur. Donc la supercherie devient visible comme le nez au milieu de la figure. Immédiatement, toute la liste de mots-clés apparaît un bloc à la fin du document. Et d'autre part, même si ça passe le filtre technologique, l'humain qui va évaluer le profil constatera la manipulation. Et là, la crédibilité est instantanément détruite. On passe pour quelqu'un qui essaye de tricher avec le système plutôt que quelqu'un de compétent. Face à ce constat accablant d'inefficacité des astuces courantes, quel est le cadre de décision qu'on doit adopter ? Parce que si l'esthétisme tue le processus technique et que les astuces de filou sont contre-productives, comment on doit configurer son approche dès le prochain envoi ? Il faut une méthode claire. Exactement. Il nous faut une méthode d'optimisation chirurgicale, un framework. Alors, le framework stratégique à appliquer, il est d'une grande sobriété, je préviens. Mais c'est justement de là que vient toute sa force. Il repose sur 3 piliers très précis. Je vous écoute. Une forme technologiquement simple, un fond sémantiquement précis et une cible qui reste toujours avant tout humaine. Détaillons ce framework, c'est le cœur du sujet. Le premier pilier, la forme simple. Ça veut dire quoi concrètement pour celui qui prépare son dossier ? Ça veut dire qu'il faut un retour impératif au classicisme technique absolu. Il faut utiliser uniquement des traitements de texte purs, comme Word ou Google Docs, et exporter le fichier final en PDF standard. Fini Canva, donc ? Fini. La règle absolue, c'est la linéarité. Le texte doit couler de haut en bas, de manière logique. 0 tableau croisé, 0 colonne multiple, aucun élément graphique complexe. Même pour les petits icônes de contact ? Le petit téléphone ou la petite enveloppe ? C'est inutile techniquement et ça risque de perturber le parseur. Il vaut mieux écrire téléphone, point, ou email, point. Et il faut également utiliser des balises standardisées pour les grandes sections du document. Des balises standardisées. Oui, l'outil logiciel cherche des repères sémantiques qu'il connaît dans sa programmation de base. Il faut donc écrire noir sur blanc, expérience professionnelle ou formation, de manière très classique. Donc si on écrit « mon aventure professionnelle » ou « ce que j'ai appris », le système est perdu. L'analyseur logique ne reconnaîtra pas la section. Les dates qui suivront ne seront pas associées à des expériences. Le conformisme est vraiment ce qui garantit la lisibilité algorithmique parfaite ici. C'est un mal pour un bien. Le deuxième pilier de ce framework concerne le fond, donc cette fameuse précision lexicale dont on parlait avec l'exemple de Python. C'est le principe de l'effet miroir parfait. Puisque la gestion des synonymes est défaillante dans 90% des ATS, l'adaptation chirurgicale du vocabulaire est indispensable. Il s'agit de reprendre scrupuleusement les termes exacts de l'annonce visée. Un copier-coller intelligent en quelque sorte. Voilà, si l'entreprise demande l'utilisation d'un logiciel CRM, il faut écrire les mots logiciel CRM dans la description de son expérience, avant même de préciser l'outil spécifique qu'on a utilisé. L'objectif est de faciliter à l'extrême le travail du moteur de recherche interne. On le nourrit avec ce qu'il a commandé. Exactement. On abandonne la prose personnelle, on ravale un peu sa fierté créative pour adopter le lexique strict du paramétrage de l'offre. Mais là, une objection très logique se pose dans ma tête.
En appliquant ce format linéaire, monochrome, sans colonne, standardisé à l'extrême, avec le vocabulaire de l'annonce, on prend le risque d'envoyer un document profondément ennuyeux. Très ennuyeux, oui. Et c'est là que le troisième pilier, la cible humaine, entre en jeu. Comment on réconcilie la machine bête et l'humain qui veut un truc intéressant à lire? C'est la clé de voûte. Le filtre de l'ATS, ce n'est que le droit d'entrée. C'est le videur à l'entrée du club. Mais au bout de la chaîne, c'est toujours un recruteur humain qui lit le document pour prendre la vraie décision d'entretien. Et l'humain a ses propres failles. Et ce qu'il faut comprendre de la psychologie d'une personne qui évalue des centaines de profils chaque semaine, c'est que son bien le plus précieux, c'est sa réserve de charge cognitive. Sa concentration disponible. Voilà, un document visuellement sobre, prévisible dans sa structure, où les informations se trouvent exactement là où l'œil a l'habitude de les chercher depuis 20 ans, ça réduit considérablement la fatigue mentale du lecteur. Ah, c'est super intéressant comme approche. Le format qu'on croit prétendument ennuyeux en tant que candidat, il est en réalité perçu comme un soulagement d'une grande efficacité par le recruteur qui est à son 60e profil de la journée. La clarté prime infiniment sur l'originalité visuelle. Toujours. L'originalité, elle doit se trouver dans les résultats obtenus et dans les compétences, pas dans la mise en page. Et il ne faut pas oublier les espaces périphériques. C'est-à-dire? Eh bien, la lettre d'accompagnement, le corps de l'email ou le profil sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, ces espaces-là ne sont presque jamais soumis à un filtrage algorithmique strict par l'ATS pour la sélection initiale. Ce sont des zones de liberté. Ce sont des espaces d'expression purement destinés à convaincre l'humain. C'est là qu'on joue sur l'adéquation culturelle, la personnalité, la valeur ajoutée réelle. Si on relit ça, c'est vraiment une excellente métaphore pour résumer l'essence de toute cette mécanique qui terrorise tant de monde. Un ATS n'est pas le jury d'un tribunal. Non, vraiment pas. Ce n'est pas une conscience supérieure qui va évaluer l'ingéniosité d'un parcours face à l'adversité ou juger la beauté d'une carrière. En fait, c'est un simple péage d'autoroute. C'est exactement ça. Une barrière mécanique, bête, qui a été configurée par un humain en amont. Et cette barrière vérifie machinalement si le véhicule a le bon ticket, la bonne taille et la bonne plaque d'immatriculation. Et si toutes ces conditions binaires sont remplies, la barrière se lève. Pas de jugement moral, pas de préférence esthétique. Le choix mental devient alors extrêmement clair pour quiconque évolue sur le marché professionnel actuel. Soit on persiste à mener une bataille perdue d'avance contre une intelligence artificielle qui, on l'a vu, n'existe pas dans ses outils. En créant des designs incroyables qui finissent en poussière numérique à cause d'un mauvais parsing. C'est ça. Soit, au contraire, on déploie immédiatement, dès la prochaine candidature, ce framework chirurgical. Une simplicité technique assumée pour garantir le passage au péage et une précision lexicale implacable qui fait écho aux besoins de l'entreprise. C'est un vrai changement de paradigme qui oblige à la rationalité. Il faut cesser d'essayer d'éblouir un moteur de recherche avec de la typographie et des couleurs pour simplement commencer à lui parler son propre langage de texte brut. C'est la seule façon d'arriver sur le bureau du décideur. Mais avant de clore cette exploration, il y a un point spécifique qu'on a abordé rapidement tout à l'heure et qui soulève une réflexion bien plus large, je trouve. Lequel? C'est la mécanique de clôture automatique dont tu parlais dans l'acte 2. Le fait que la réception soit bloquée mécaniquement dès qu'un certain quota est atteint. Oui, le vivier saturé. C'est cela. Si le système verrouille la porte d'entrée informatiquement, de manière totalement indépendante de la qualité de ce qui arrive ensuite, ça modifie profondément la gestion de l'effort pour le candidat. Complètement. C'est la course contre la montre. Sachant que le vivier peut saturer de manière aveugle à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine, est-ce que la rapidité d'exécution ne devient pas finalement une compétence stratégique infiniment supérieure à l'obsession de la perfection documentaire? C'est une excellente question, et c'est souvent la dure réalité du marché. Peut-être qu'il vaut largement mieux franchir le péage parmi les 20 premiers, avec une approche très précise mais seulement parfaite à 80%, plutôt que d'arriver en 100e position, 3 jours plus tard, avec une œuvre d'art absolue pour finalement trouver la barrière technologique définitivement fermée et le poste pourvu. C'est une perspective fondamentale à conserver à l'esprit, oui. La perfection tardive est souvent invisible face à ces mécaniques de tri automatisées. Eh bien, c'est sur cette réflexion d'efficacité temporelle face à la machine que nous laissons quiconque écoute le soin d'ajuster sa propre stratégie. Une fois les règles du péage comprises, il ne reste plus qu'à accélérer. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr.
Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.